On va démarrer. Et comme vous pouvez le voir à l'écran, je suppose que vous voyez mon écran, euh, ce module va vraiment porter sur le lien entre l'intelligence émotionnelle et l'intelligence spirituelle. Ce qui veut dire en d'autres mots que l'on va s'appesantir sur la place des émotions ou des motions, parce que les deux sont liés de toute façon. Parce que émotion, c'est un terme plus psychologique, émotion, c'est un terme plus spirituel, mais les deux renvoient aux mêmes réalités de la psychologie et de la spiritualité humaine. Donc, on va voir leur place dans le discernement ignatien en nous inspirant bien évidemment des textes ignatiens lui-même, et spécialement, si vous voulez, et en particulier, de des exercices spirituels. Donc, c'est ces textes que nous allons commenter en profondeur dans une certaine mesure. Donc, voilà, c'est un peu ça le but de ce module. Parce que dans le premier module, euh, c'était une sorte d'introduction à l'univers et au vocabulaire ignatien en matière de discernement. Donc, si vous l'avez raté, vous avez encore la possibilité de suivre cette introduction euh, euh, sur la page YouTube que j'ai partagée dans le groupe. Mais aujourd'hui, en supposant que chacun de nous a une certaine compréhension de ce vocabulaire de base de la spiritualité ignatienne, eh bien, on va approfondir en nous focalisant sur la question, n'est-ce pas, de l'intelligence émotionnelle et de l'intelligence en lien avec l'intelligence spirituelle. Donc ça, c'est le but de, de ce module. Alors, je vois une main levée. Oui, la sœur Zongo a levé la main, elle peut parler. Mais il faut qu'elle ouvre son micro. Ma sœur ne vous suit pas, sauf si votre main a été levée par erreur. On ne vous suit pas, votre micro est fermé. Apparemment, elle est partie. Euh, alors, je suppose que vous me suivez, hein, parce qu'il faut que je m'assure que je ne... Oui, père, c'est bon. OK, d'accord, merci. Donc, je disais donc que ce module, il va... Voilà, il y aura trois sessions, comme on l'a fait pour le premier module. Et donc, la première session va donc s'atteler à nous aider à faire le lien entre l'intelligence émotionnelle et l'intelligence spirituelle, parce que le discernement, en fait, c'est de l'intelligence spirituelle, mais qui s'appuie bien évidemment sur la psychologie humaine, qui est une psychologie qui nous vient de Dieu. Et puis, on verra la différence entre émotion et émotion spirituelle. Et puis ensuite, euh, probablement, en fait, si on a le temps, on verra la différence entre la désolation et la dépression. Parce qu'encore une fois, on est là dans l'interface entre la psychologie et la spiritualité. Et on ne peut pas, en fait, les deux ne sont pas opposés. Donc ça, c'est la première session, celle de ce soir. Euh, après,
Seconde session, on va revenir aux règles du discernement ignatien pour approfondir ce que c'est que la consolation, mais surtout ce que Saint Ignace nous dit de comment se comporter pendant la consolation. Et c'est ce qu'on appelle en général les règles du discernement ignatien. Et il y a les règles de la première semaine, il y a les règles de la deuxième semaine, mais ici, c'est vraiment pour les débutants. C'est pour les débutants. Comment est-ce qu'ils doivent se comporter quand ils sont face à la consolation? Et la session 3, ça c'est plutôt la session 3, c'est comment se comporter pendant la désolation et quelques éléments des règles du discernement avancé pour avoir une certaine expérience même de la retraite ignatienne pour comprendre de quoi il s'agit. Mais c'est aussi bon d'être exposé à cela avant pour voir quelles sont les subtilités comment dire ça, de la distinction entre le bon esprit et le mauvais esprit et la manière dont il nous travaille. Donc ça, c'est important à connaître. Et donc, ce soir, nous allons surtout aborder le concept d'intelligence émotionnelle tel il a été développé ces dernières années dans la psychologie, parce que pour moi, c'est la base de la compréhension de la spiritualité ignatienne, parce que comme on l'a vu déjà la fois passée, les concepts de consolation et de désolation renvoient essentiellement à des états émotionnels, mais des états émotionnels qui sont, n'est-ce pas, qui sont à percevoir et à discerner dans une matrice spirituelle. Et donc, c'est pour cela que la spiritualité n'est pas simplement de la psychologie, mais elle s'enracine dans la psychologie humaine. Et quand on parle d'intelligence émotionnelle, c'est essentiellement la capacité non seulement à identifier, n'est-ce pas, à identifier et à comprendre ses émotions, mais aussi la capacité à identifier et à comprendre les émotions des autres, parce que nous sommes des êtres sociaux. Euh, voilà, et fondamentalement ici, on l'a vu déjà dans le premier module, comment trouver un équilibre entre la raison et l'émotion, n'est-ce pas, la raison et l'émotion dans la recherche de la volonté de Dieu. Parce que l'un sans l'autre, il y a problème, n'est-ce pas? L'un sans l'autre, il y a problème. Les deux doivent tenir ensemble dans le discernement. Euh, donc ça, c'est très important. Il ne s'agit pas de faire l'un sans l'autre, mais de trouver un équilibre entre les deux. Et c'est ce que Saint Ignace fait. On l'a vu on l'a vu au module précédent, quand il a été question de voir les trois principales formes de délibération spirituelle. On a vu qu'il y a il y a la dimension rationnelle, il y a la dimension, mais il y a aussi la dimension émotionnelle, mais il y a aussi et la dimension rationnelle et émotionnelle. Les deux ne se posent pas. Au contraire, il faut d'ailleurs apprendre à conjuguer les deux pour arriver à un meilleur discernement. Donc, c'est ça la clé du discernement ignatien. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que l'émotion est-elle, pardon, l'émotion est-elle contraire à la raison? L'émotion est-elle opposée à la raison? Certains philosophes ont été portés à opposer émotion et raison. Or, la spiritualité aujourd'hui nous amène plutôt à les réconcilier, surtout la spiritualité ignatienne, même pas seulement la spiritualité. En fait, quand je dis les philosophes, vous connaissez certainement Descartes à travers vos cours de philosophie, lui qui oppose la raison à l'émotion, parce que selon lui, les émotions fortes troublent le jugement de la raison et par conséquent, pour lui, l'homme, c'est la raison. Mais de plus en plus, on se rend compte que, et surtout à travers le développement de la neuroscience et de la psychologie, et un grand nom de cette neuroscience et de la psychologie moderne, c'est un certain professeur Antonio Damasio qui a montré que la raison a besoin des émotions pour bien fonctionner. Et on va voir un exemple tout à l'heure. Et donc, du rationalisme pur, on en est arrivé à découvrir que l'homme tel que Dieu l'a conçu, si Dieu a mis en nous des émotions, c'est que ces émotions ont un rôle à jouer dans le bon fonctionnement de notre être et même dans la recherche de la volonté de Dieu. Donc,
euh, et si vous avez la possibilité de lire, je crois que certains de ces livres sont traduits en français. Ce monsieur, en fait, ce professeur américain de neurosciences et de psychologie qu'on appelle Antonio Damasio, il a beaucoup, c'est une autorité dans le domaine de la neuroscience dans le monde aujourd'hui. Et donc, il est le porteur de ce courant hybride qui dit que la raison a besoin des émotions pour bien fonctionner, donc pour bien décider. Et donc, je disais qu'on a été porté dans le passé à réduire l'homme à sa raison. Et vous avez Aristote qui définit l'homme comme étant un animal raisonnable. Donc, encore une fois, ce qui est mis en avant ici, c'est la rationalité, c'est la raison froide et sa capacité à, à, à discerner. Et puis, Descartes, bien sûr, qui, en fait, on connaît certainement son cogito ergo sum, je pense dont je suis, euh, mais encore une fois, de plus en plus, on a un courant qui tend à nuancer le rôle de la raison ou la place de la raison dans le dispositif humain. Et donc, je parlais de ce Daniel. En fait, j'ai mis ici ce petit livre de Daniel Varnier qui dit « Je sens donc je suis », un peu en contraste, qui vient contraster un peu, n'est-ce pas, le je pense dont je suis, donc je sens dont je suis. Encore une fois, l'importance du sentir des émotions dans la psychologie humaine. Alors, j'ai mis cette figure. Malheureusement, si on était en présentiel, je vous aurais demandé de qui s'agit-il. Mais c'est pour ceux qui l'ont connu, en fait, connu au moins à travers sa pensée. Il s'agit de Léopold Sédar Senghor, l'un des tout premiers présidents sénégalais et l'un des grands poètes et même philosophes africains de la première heure, dont on se souvient de la fameuse sentence qui dit que la raison est Hélène et l'émotion est nègre. Bon, qui a été interprétée de plusieurs manières, euh, euh, mais certains sont allés jusqu'à penser qu'il voulait dire que c'est les Occidentaux qui ont le monopole de la raison et que les Africains sont plutôt mus par les émotions. Non, mais c'était pas ça. Pour ceux qui ont bien compris sa pensée, c'était que la manière de fonctionner de la raison chez les Africains n'est pas la même manière que chez les Européens. Et peut-être qu'on lui donnerait raison aujourd'hui parce que, encore une fois, c'était pas une manière de dire que les Africains n'ont pas la raison et que les Occidentaux ont la raison, mais c'était une manière de dire que chez les Africains, la raison fonctionne en fait avec une certaine dose émotionnelle, voilà, une certaine dose d'émotion. Peut-être un peu moins que chez les Occidentaux. Pas pour dire que les Occidentaux n'ont pas d'émotions, mais qu'ils tendent à moins célébrer les émotions chez eux que les Africains. Donc, ça, c'est Léopold Sédar Senghor qui l'avait déjà dit, et peut-être qu'il était en avance sur son temps, sur cette réconciliation entre la raison et l'émotion. Donc, je vous parlais tantôt d'Antonio, c'est Antonio Damasio, c'est Damasio et non Damasio, donc, il y a le N là à enlever. Et ça, c'est deux de ses livres. Il en a écrit beaucoup. Euh, que vous pouvez, sur Internet, il suffit de taper son nom, vous aurez tous ses écrits. Mais je mets ça parce que, au fond, vous voyez qu'il vient un peu corriger Descartes en disant que Descartes s'est trompé en réduisant l'être humain à la raison. Et vous voyez bien qu'il cherchait un équilibre ou tout au moins un équilibre entre le sentier et le savoir. C'est pas de la pure philosophie, parce que lui, à la base, il n'est pas philosophe. Il est, il est psychologue et il fait de la neuroscience. Et donc, ses écrits sont basés sur des expérimentations. Vous voyez, sur des expérimentations. Et que disent ces expérimentations? Les expérimentations tentent à montrer qu'il a été observé que chez les patients, dans le système limbique, c'est une partie du cerveau. On verra ça tout à l'heure. C'est la partie des cerveaux qui s'occupe des émotions. C'est ce qu'on appelle le système limbique. Donc, il a observé que chez des patients dont le système limbique a été endommagé, ils devenaient capables d'agir raisonnablement alors que leur cerveau cognitif était resté intact. Privé d'émotions,
les décisions deviennent inadéquates. Donc, encore une fois, ils sont arrivés après des expérimentations sur des patients qu'ils ont reçus après des accidents qui ont endommagé leur cerveau limbique. Ils se sont rendus compte que la raison, à ce moment-là, sans l'assistance des émotions, ne fonctionnait pas de manière adéquate. Donc, encore une fois, l'importance de l'appui que les émotions apportent à la raison pour son bon fonctionnement. Et je vous cite ici un extrait de Jean-François Dortier dans son livre Les émotions en question. Il dit ceci: si les émotions et les capacités stratégiques sont perturbées en même temps, c'est qu'il existe un lien entre elles. Voilà. C'est-à-dire que si les émotions sont perturbées, les capacités de décision stratégique aussi seront perturbées. Et ça, c'est très important pour les décideurs et les managers parce que pour prendre des décisions, le cortex s'appuie sur les informations émotionnelles que Antonio Damasio appelle marqueurs somatiques. Et ça, c'est des termes très techniques. Mais encore une fois, le message est clair. L'essentiel du message est clair, c'est que la raison a besoin des émotions pour fonctionner correctement. Et donc, d'après Antonio Damasio, ces marqueurs agissent comme des systèmes d'alerte, soit de danger ou d'attraction, quand on a plutôt le sentiment qu'on sera récompensé. Et ils informent le cortex frontal. Le cortex frontal dans le cerveau, c'est la partie rationnelle du cerveau. Et donc, ils informent le cortex frontal sur les décisions à prendre ou non. Donc, encore une fois, là, on n'est plus dans la philosophie et la spéculation, mais on est dans la psychologie, si vous voulez. Et cette psychologie est basée sur, est expérimentale. Voilà. Ce n'est pas simplement de la pure spéculation. Ensuite, le même Dortier, justement, qui s'appuie sur Damasio, continue en nous disant, nous sommes des êtres émotionnels. Les émotions sont présentes au travail, dans la famille. Les émotions donnent de la valeur et de la couleur, du goût aux choses qui nous entourent. Donc, imaginez si on n'avait pas d'émotions, ce serait terrible. Donc, en fait, c'est ce qu'il semble dire. C'est ça qui donne de la coloration à l'expérience vitale, à l'expérience humaine. Elles orientent nos goûts et nos dégoûts et sont le sel de la vie. Voilà. Donc, il faut réapprendre à apprécier les émotions et à les mettre à profit, à les valoriser dans la vie que nous menons. Donc, et donc, sans émotion, la vie n'aurait aucun intérêt. Donc, encore une fois, on n'est plus dans le cogito ergo sum, mais on est plutôt dans une recherche d'un équilibre entre les émotions et la raison. Et l'autre rôle des émotions, et là je m'appuie sur le travail d'une philosophe américaine qu'on appelle Martha Nussbaum, qui a beaucoup travaillé sur le lien entre les émotions et l'éthique, et qui nous dit que donc les émotions, si l'on s'en sert comme guide, nous aident à percevoir nos valeurs. Parce que, au fond, nos émotions nous indiquent ce qui importe pour nous. Ça nous aide à apprécier ce qui importe pour nous. Et donc, nous indique donc ce qui a de la valeur pour nous, ce qui nous touche. Vous voyez, quand on est énervé ou on est content, c'est en fonction de ce qui nous touche, et ça renvoie à ce qui a de la valeur. Donc, d'où la dimension éthique des émotions, dit Martin Nussbaum. Nous devrons considérer les émotions comme une partie intégrante de notre système de raisonnement éthique. De notre raisonnement éthique. Alors, je me rends compte que j'avais oublié d'ouvrir ma vidéo. Je ne sais pas si c'est un peu, euh, si ça, si ça tient la route. Voilà, donc au moins là. Et donc, elle dit la dimension éthique des émotions. Donc, nous devons considérer les émotions comme une partie intégrante de notre système de raisonnement éthique, à condition de les imprégner d'intelligence et de discernement. Voilà. Pas, encore une fois, l'idée ici, c'est pas de plonger dans de l'émotion tous azimuts ou des émotions tous azimuts, mais c'est de s'assurer que ne on n'exclut pas cette dimension de notre expérience humaine de nos processus décisionnels. Et donc, d'où l'importance de la reprise cognitive des émotions, donc l'évaluation rationnelle des émotions. Euh, euh, donc voilà, ça, c'est encore une fois une,
une ouverture sur la place des émotions dans l'expérience humaine. Euh, et je voudrais justement, si vous voulez, rappeler bon, on a tous étudié Hegel, le philosophe Hegel en terminale, et on se souvient bien que pendant nos cours, nos enseignants nous disaient, en fait, nous citaient cette affirmation de Hegel qui disait rien de grand ne s'est accompli dans le monde sans passion. Encore une fois, la place de la passion dans ce que nous faisons renvoie à la place des émotions. Et en général, on réussit quand on a trouvé sa passion et quand on s'y plaît pour rendre service à l'humanité. Donc, rien de grand ne s'est accompli dans le monde sans passion. Et vous verrez que les plus les plus grandes réalisations dans ce monde viennent des gens qui ont fait des choses qui les passionnaient. Et parce que la passion, finalement, est la plus grande motivation. Parce qu'encore une fois, il y a un lien entre émotion et motivation. C'est d'ailleurs la même racine. Quand on n'est pas motivé, on ne peut rien faire. Ça, c'est très important. Et si on va fouiner dans les évangiles, on a ce verset de Luc chapitre 12, verset 34, où Jésus dit, en effet, là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Le cœur, c'est le siège des émotions. Et le cœur nous indique où se trouve ce qui importe pour nous le plus. Voilà. Et dans le lien ici entre le cœur et le trésor. Le cœur bouge, le cœur s'anime quand on a en fait, quand on a trouvé ce qui importe. Et ça, c'est très important. Euh, le seul problème, c'est qu'on a trouvé la pédagogie pour développer l'intelligence rationnelle, mais on n'a pas encore trouvé une pédagogie pour développer le cœur. Et probablement, la spiritualité ignatienne nous renvoie en quelque sorte à la pédagogie du cœur, parce que Saint Ignace nous montre comment, justement, le cœur peut nous guider dans la recherche de la volonté. Alors, maintenant, je voudrais en fait, se focalise un tout petit peu sur l'origine du mot intelligence émotionnelle, l'origine du concept et intelligence émotionnelle. Et là encore, il faut remonter aux années 1940, aux États-Unis, à Harvard University, qui reste classée la meilleure université du monde jusqu'aujourd'hui. Euh, euh, dans le classement Shanghai, tout au moins le plus récent. Donc, à Harvard University, des chercheurs en 1940 ont essayé de voir s'il y avait une corrélation entre le quotient intellectuel élevé, c'est-à-dire ceux qui ont des bonnes notes en classe, et la réussite professionnelle et sociale. C'est-à-dire, est-ce que ceux qui ont les bonnes notes en classe sont nécessairement ceux qui réussissent le mieux dans la vie? Voilà la question qui se sont posées. Et ils ont mené cette étude sur plusieurs promotions de Harvard University qui étaient sorties et qui étaient dans la vie active. Et ils les ont suivis pour savoir ce qu'ils étaient devenus. Et la question principale qu'ils se sont posées était celle de savoir si ceux qui avaient les meilleures notes en classe étaient nécessairement ceux qui avaient le mieux réussi dans la société et dans la vie sociale. Et ils se sont rendus compte que ce n'était pas le cas. La corrélation était très faible entre le quotient intellectuel élevé et la réussite professionnelle. Et donc, ça les a intrigués. Ils se sont dit, mais qu'est-ce qui peut bien expliquer cette corrélation faible? Et en fait, je ne veux pas sauter du coq à l'âne ici. Vous verrez très bien que dans nos établissements scolaires, en fait, on célèbre on célèbre les meilleurs termes de notes. Peut-être qu'on ne se demande pas beaucoup ce qu'ils deviennent après dans la vie. Est-ce qu'ils sont nécessairement ceux qui ont réussi le plus? Ça, c'est aussi peut-être une recherche qu'on devrait amener dans un contexte comme celui de l'Afrique. Mais tout au moins dans le contexte des États-Unis, ils s'étaient rendus compte que la corrélation était très faible. Et donc, la conclusion qu'ils ont tirée, c'était que le quotient intellectuel ne prédisait que 10 à 20% de la réussite professionnelle. Donc, ça ne veut pas dire que on ne trouvait pas parmi ceux qui avaient les meilleures notes en classe, ceux qui avaient réussi. Donc, il y en avait. Mais c'était à peine 10 à 20% de ceux-là qui étaient, mais que beaucoup d'autres qui avaient réussi et peut-être même mieux
n'étaient pas nécessairement ceux qui avaient les meilleures notes en classe. D'ailleurs, vous verrez aujourd'hui que, tout au moins dans le monde du numérique, qu'il s'agisse du fondateur de Microsoft, ou du fondateur de Apple, ou de fondateur je ne sais de quoi d'autre, c'est des gars qui ont abandonné les cours à l'université. En fait, ils s'ennuyaient à l'université parce que les cours qu'on leur donnait de leur fin ne les passionnaient pas. Et ils sont allés faire ce qui les passionnait. Et vous voyez ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. C'est pas pour dire qu'il faut dire aux enfants de négliger l'école. Non, pas du tout. C'est pas l'objectif. Mais c'est pour dire que peut-être notre système éducatif est handicapé par le fait qu'on met peut-être trop l'accent sur le quotient intellectuel en négligeant d'autres aspects qui sont des facteurs de réussite professionnelle et sociale. Et peut-être là, il y a des choses à corriger dans le système éducatif. Donc ça, on a déjà vu. Alors, pourquoi est-ce que la corrélation est faible? Tout simplement parce que être premier de classe ne suffit pas pour être premier dans la vie professionnelle ou sociale. Donc, en fait, ça, ce que ça veut dire tout simplement. En plus du QI, du quotient intellectuel, il faut plus. Il faut plus. Et ce plus-là, c'est quoi? Ce plus-là, c'est quoi? C'est ce que ensuite on a développé en termes de QE, ça veut dire le quotient émotionnel, mais en passant par la théorie des intelligences multiples, que je vais développer, en fait, que je vais brièvement développer avec vous dans la suite. Donc, c'est déjà important de noter ici que euh, euh, les bonnes notes en classe ne suffisent pas. Il faut plus que ça pour réussir dans la vie. Et la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que nous équipons les enfants dans leur cursus scolaire de ce qu'il leur faut en plus pour réussir dans la vie sociale? Je n'ai pas cette impression-là, ou tout au moins très peu. Euh, 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 pourquoi? Tout simplement parce qu'on n'a pas la pédagogie émotionnelle. On n'a pas une pédagogie d'accompagnement des enfants pour le développement de leur quotient émotionnel. On a une pédagogie pour développer l'intelligence. C'est les livres, c'est les matières, c'est les enseignements, mais ça ne développe pas nécessairement le quotient émotionnel de l'enfant. Or, il faut les deux pour qu'un enfant réussisse. Vraiment, pour que la probabilité que l'enfant réussisse soit le plus élevée possible. Donc, la plus élevée possible. Donc, la théorie des intelligences multiples dit quoi? C'est ça qui va nous permettre de comprendre ce que c'est que l'intelligence émotionnelle. Et c'est de ça que je veux parler maintenant. Alors, quand on parle de la théorie des intelligences multiples, il y a un nom inévitable, incontournable, c'est celui de Howard Gardner, qui a écrit ce fameux livre traduit par ce euh, traduit en français en termes d'intelligence multiple. Donc ça, c'est un livre que vous pouvez acheter et lire si vous avez la possibilité de le commander. Et ça a été un déclic, n'est-ce pas? Ce livre a été un déclic dans le, le, le dans la psychopédagogie. Parce qu'au fond, Howard Gardner, à partir de ses recherches, est arrivé simplement, parce qu'il est psychopédagogue, il est arrivé simplement à la conclusion que tout le monde est intelligent. Mais seulement nous ne sommes pas intelligents de la même manière. Et qu'on ne peut pas simplement mesurer l'intelligence à partir du QI ou du quotient intellectuel. Ça ne suffit pas. Il y a d'autres types d'intelligence qui sont malheureusement négligés. Et c'est ça qu'il a développé dans son livre. Et on va parcourir ça très rapidement. Euh, En fait, Howard Gardner, à partir de ses recherches, est arrivé à la conclusion qu'on a au moins un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, au moins huit intelligences. Que chacun de nous a au moins huit intelligences. Et ces huit intelligences, alors le problème, c'est que quelle est l'incidence sur le système éducatif? C'est que quand on réduit les intelligences à une ou deux intelligences, c'est-à-dire surtout les mathématiques, euh, la littérature et un peu de géographie, un peu de sciences, et ce sont ces quatre-là qui sont le plus développés dans le système éducatif. Et finalement, ceux dont les intelligences ne sont pas développées dans le système ou ne sont pas promues dans le système éducatif, finalement, sont considérés comme des fainéants, des idiots, des paresseux, alors qu'en réalité, c'est simplement parce que on a laissé de côté les intelligences qui sont les plus fortes chez eux. Et c'est pour cela que Einstein disait, tout le monde est un génie, mais si on juge un poisson sur sa capacité à grimper un arbre, il passera sa vie à croire qu'il est stupide.
Et vous ne comprenez, en fait, quand, c'est pas l'objet, parce que ça, je l'aurais dit si j'avais un public, et ça, je l'ai fait dans le passé, si j'avais un public d'enseignants, on aurait pu aller en profondeur, mais c'est de dire, ça nous rappelle que tous les enfants ne sont pas, chaque enfant est différent, et chaque enfant a son bouquet d'intelligence, et les bouquets d'intelligence varient d'un enfant à un autre. C'est pour ça que le système de comparaison des enfants et de classement des enfants en fonction simplement de quelques matières, c'est un système bancal parce que ça ne valorise pas toutes les intelligences de tous les enfants. Et c'est pas parce que je suis fort en mathématiques que je suis le plus intelligent de la ville. Il y en a un autre qui court après le ballon et qui est le plus intelligent, qui est le plus, en fait, le plus, qui a réussi sa vie avec le ballon. Un autre avec la guitare. Et il a réussi sa vie avec la guitare. Mais le problème, c'est que notre système éducatif dit que si tu es bon en français, tu es bon en mathématiques, tu es bon en littérature, tu es bon en géographie ou en sciences, voilà, tu es le plus, vous êtes les plus intelligents. OK, d'accord. Mais bon, qu'en est-il des autres intelligences? Vous voyez l'image qui est à gauche, illustre bien ça. C'est ça notre système éducatif. Vous avez un singe, vous avez un oiseau, un singe, un pingouin, et un éléphant, un poisson. L'autre là, c'est quoi encore? Euh, Comment on l'appelle encore? Je crois que ça doit être un dauphin, quelque chose de ce genre. Et puis probablement un chat ou un chien. Et le maître est assis, et voilà la consigne. Et souvent, c'est comme ça que nous formulons nos devoirs. Il dit, pour une sélection équitable, chacun doit être soumis au même examen. S'il vous plaît, grimpez dans cet arbre. Grimpez dans cet arbre. Alors, bien évidemment, le singe sera probablement le premier de la classe. Pourquoi? Parce que ses capacités de grimper sont les plus élevées. L'éléphant sera probablement le dernier de la classe. Hein? Le pingouin ou bien le dauphin, tout ce monde-là, ils seront les derniers de la classe. Pourquoi? Parce que l'exercice qu'on leur a donné est l'exercice qui est le plus, qui développe l'aptitude la plus élevée chez le singe ou l'oiseau en plus. Donc, le singe et l'oiseau seront probablement les premiers de la classe, mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils sont les plus intelligents de la basse-cour ou tout au moins de la nature. Donc, encore une fois, comment avoir un système éducatif qui valorise toutes les 8 intelligences pour permettre à chaque enfant d'affirmer son intelligence élevée. Et donc, c'est pour ça que le système comparatif et de classement sur le plan éducatif est bancal. Et donc, ça, c'est la psychopédagogie. Je ne peux pas entrer dans les détails là-dessus parce que. Et à partir de la théorie des intelligences multiples, alors, les intelligences, je devrais peut-être vous aider, on devrait peut-être se les citer, mais on reviendra là-dessus. Daniel Goleman, c'est vraiment le pape de la théorie de l'intelligence émotionnelle parce que c'est lui qui a écrit le livre à partir de la recherche dont je parlais tout à l'heure. Donc, il est un nom incontournable en matière d'intelligence. Et ce livre aussi existe en traduction française. Donc, si vous tapez sur Internet intelligence émotionnelle Daniel Goleman, vous allez trouver la version française et ça peut être intéressant de lire ça. Euh, et puis, l'intelligence émotionnelle maintenant a été développée dans divers domaines, dans le domaine de l'éducation, le domaine du travail, le domaine hospitalier, le domaine. Donc, c'est maintenant étendu à plusieurs types de domaines parce qu'encore une fois, c'est comment comprendre et utiliser au mieux ses émotions dans chaque secteur de vie. Et donc, je disais que la théorie de l'intelligence émotionnelle, en fait, l'intelligence émotionnelle est ancrée ou est, en fait, oui, a pour socle la théorie des intelligences multiples. Et alors, donc, euh, Howard Gardner a dit donc que nous avons au moins 8 intelligences. Commençons par l'intelligence logico-mathématique que nous connaissons très bien. C'est ce qu'on mesure à travers le calcul et les mathématiques à l'école. C'est l'intelligence logico-mathématique. Ensuite, vous avez l'intelligence linguistique. C'est ce qu'on mesure à l'école à travers le français, la rédaction, l'expression orale et écrite. C'est ça qu'on mesure à travers. Puis vous avez l'intelligence naturaliste.
C'est ce qu'on mesure à l'école à travers les sciences naturelles. Les gens qui se retrouvent facilement dans les classements des espèces, tout ça. Mais je crois que ce sont les trois intelligences qui sont les... Non, non. Puis ensuite, vous avez l'intelligence visuospatiale. Ça renvoie à la géographie. C'est ça aussi qu'on mesure le plus à l'école. Ça, ce sont les quatre intelligences qu'on mesure le plus à l'école, sur les huit que nous avons. C'est sur ça qu'on vous dit si vous êtes premier ou deuxième ou troisième. Les quatre autres intelligences dont je vais parler sont les plus négligées à l'école. Or, il y en a qui ne sont... En fait, j'avais oublié qu'il y a aussi l'intelligence kinesthésique qui renvoie au sport. Parce que le sport, à l'école, c'est un peu une matière secondaire ou périphérique ou marginale. C'est une matière que l'on fait pour peut-être compléter les autres matières. Parce que le sport, en tant que tel, une fois, on le fait peut-être une fois par semaine, simplement parce qu'il faut faire du sport. Donc, c'est ce qu'on appelle l'intelligence kinesthésique. Ça renvoie à ceux qui sont très forts dans l'usage de leur corps, et tous ceux qui excellent dans le sport et qui vont aux Jeux olympiques, qui ont des médailles d'or. Là, leur intelligence kinesthésique est extrêmement développée. Euh, mais en plus de ça, il y a l'intelligence musicale. C'est ceux qui sont très forts en musique. Et voilà, les musiciens, ceux qui jouent aux instruments, qui chantent, qui sont très à l'aise avec les notes musicales, qui écrivent des chansons, qui interprètent. Bon, ils ont une intelligence musicale très développée. Et je parlais de l'intelligence visuospatiale. On n'a pas beaucoup de temps, mais je voudrais quand même donner un exemple ici. Vous savez, quand vous allez dans la forêt, si vous avez grandi en ville et qu'on vous prend, on vous jette en forêt, vous allez vous perdre. Parce que vous allez commencer à chercher les GPS. On est habitué à utiliser les GPS, à s'orienter grâce aux routes, aux rues, tout ça. Mais vous allez dans la forêt, les pygmées s'orientent sans GPS. C'est comme si la forêt était imprimée, c'est-à-dire la géographie de la forêt était imprimée dans leur cerveau. Mais vous, avec vos diplômes, vous allez avoir un doctorat, on s'en fout. Mais vous allez là-bas, vous allez vous perdre parce que vous serez obligé de vous laisser guider. Même chose pour les taximènes, par exemple. Les taximènes ont une intelligence visuospatiale extrêmement développée. C'est comme si il avait la géographie de la ville dans sa tête. Il n'est pas comme nous autres, parce que moi, si je ne vais pas quelque part au moins deux ou trois fois, je vais me perdre. Mais le taximène, il y va une fois, il est à l'aise. Donc, encore une fois, c'est pour cela que la théorie des intelligences multiples dit que nous sommes tous intelligents, simplement que nous le sommes différemment. On n'a pas tous le même bouquet d'intelligence. Mais en fait, ça ne veut pas dire que ces intelligences s'excluent les unes les autres. Ces intelligences, nous les avons toutes, pardon, mais seulement elles ne sont pas développées au même niveau chez tout le monde. Chacun, chez certains, il y a certaines intelligences qui sont plus développées que d'autres, et chez d'autres encore, on trouve un bouquet. Donc, c'est pour ça qu'on parle de bouquet d'intelligence en référence à un bouquet de fleurs. Un bouquet de fleurs, les bouquets de fleurs peuvent varier, mais c'est des bouquets de fleurs qui ont la même beauté, si vous voulez, qui ont une beauté comparable. Donc ça, c'est très important pour comprendre l'intelligence émotionnelle. Mais alors, dans ces huit intelligences, il y a deux intelligences qui vont constituer l'intelligence émotionnelle. C'est ce qu'on a appelé l'intelligence intrapersonnelle, c'est-à-dire la connaissance de soi, et l'intelligence interpersonnelle, c'est-à-dire la capacité de vivre en société. Ce que certains appellent l'intelligence relationnelle ou encore l'intelligence sociale. Et donc, c'est ces deux intelligences-là qui ont été isolées pour constituer l'intelligence émotionnelle, la connaissance de soi et la connaissance des autres. Voilà. Parce que si on ne se connaît pas, ça va être difficile d'entrer en relation avec les autres, ça va être difficile de cheminer avec les autres. Donc voilà. Et donc, les quatre composantes de l'intelligence émotionnelle, c'est la conscience, c'est donc l'intelligence intrapersonnelle qui correspond à la conscience de soi et à la maîtrise de soi. Et puis, vous avez l'intelligence interpersonnelle qui concerne la conscience sociale et la maîtrise des relations sociales. On ne va pas insister là-dessus parce que ce n'est qu'une porte d'entrée dans ce que je... Parce qu'encore une fois, ce que je voulais montrer ici, c'est que la psychologie humaine est le socle de la spiritualité. Parce que si Dieu nous a fait une psychologie, nous a donné cette psychologie-là, c'est parce que ça peut nous aider à entrer en relation avec lui. Et donc, finalement, c'est quoi une émotion? Une émotion,
C'est une réaction psychophysiologique à une situation extérieure. Psychophysiologique, ça veut dire qu'il y a la dimension psychologique dans l'émotion, mais aussi il y a la dimension physiologique. La dimension psychologique, bien évidemment, renvoie au fait qu'il s'agit d'un état psychologique, c'est un état intérieur, un état mental, mais aussi affectif. Physiologique parce qu'il y a une chimie qui est liée à, à une émotion. Parce que vous voyez, on va vous parler des hormones. Chaque émotion déclenche une circulation hormonale, si vous voulez, où chaque émotion est un événement hormonal. C'est pour ça qu'on associe l'adrénaline euh, à la colère ou encore, euh, euh, ben, on verra ça plus tard, là, il y a des hormones qui sont associées à la joie, par exemple, et ainsi de suite. Donc, c'est un phénomène psychophysiologique parce qu'il y a une chimie qui accompagne. Donc, enfin, une fois, une réaction physiologique, l'expression corporelle et physico-chimique, manifestation comportementale, quand on est dans une situation émotionnelle, il y a une manière, on se comporte d'une certaine manière, et puis il y a une manifestation subjective, le ressenti, ça peut être du plaisir, du déplaisir qui accompagne l'émotion. Alors, c'est comment je me sens, bien ou mal, et ainsi de suite. Donc, c'est les composantes d'une émotion. Ça, c'est des choses que nous vivons et c'est pas difficile à, à expliquer. Alors, je ne vais pas perdre beaucoup de temps là-dessus. Ce que je voudrais signaler ici, c'est simplement que le siège des émotions se trouve dans le cerveau. Et c'est pour cela que vous verrez que le cerveau, en fait, l'anatomie du cerveau montre qu'il y a trois principaux cerveaux, ou trois composantes principales du cerveau. Il y a le cerveau cognitif qu'on appelle le néocortex. Il y a le cerveau limbique qui gère les émotions. Et puis, il y a le cerveau reptilien qui est qui est la couche la plus vieille du cerveau. Et vous verrez que le cerveau reptilien que nous partageons avec les animaux, n'est-ce pas, est la partie la plus ancienne. C'est le cerveau qu'on trouve chez les dinosaures, n'est-ce pas? Il est déjà présent chez les dinosaures, euh, le cerveau reptilien. Et puis, le cerveau limbique, on le trouve aussi chez les animaux parce que les animaux ont les sentiments, ont les émotions, presque les mêmes types d'émotions que nous. Et la seule couche du cerveau qui est la plus récente, pardon, qui est la plus récente dans l'évolution humaine, c'est le néocortex et qu'on ne trouve que chez les hommes. C'est ce qui régule la raison. C'est ça qui nous permet. Et les expériences montrent que les différents types de cerveau coopèrent étroitement dans l'expérience humaine. Donc, une manière de montrer que la science a démontré aujourd'hui que nos trois cerveaux coopèrent pour le bon fonctionnement de l'expérience humaine. Donc, les trois cerveaux. Et je l'ai dit tantôt, les différents cerveaux, les différentes expériences humaines sont associées à différents types d'hormones. C'est les différentes émotions sont associées euh, à différents types d'hormones qui sont déclenchées dans le corps et qui modifient justement la composition chimique du corps en fonction du type d'émotion que l'on traverse. Alors, ce qu'il faut aussi reconnaître, c'est que derrière chaque émotion, il y a un besoin. Parce que les émotions sont en fait nos amis, ne sont pas nos ennemis. Les émotions sont nos amis et les émotions nous disent d'une manière ou d'une autre ce dont nous avons besoin. Et par exemple, nous avons là les 5 émotions primaires, si vous voulez, des animaux et de l'homme. On a la joie, on a la colère, on a la peur, il y a la tristesse, il y a le dégoût. Et derrière la joie en général, le message que ça transmet, c'est qu'il y a eu un accomplissement, on célèbre un accomplissement ou un succès, et le besoin, c'est qu'on veut partager cet accomplissement et ce succès. Quand on est en joie, on veut partager ce
ce qui nous rend joyeux en général. La colère, le message qu'il y a derrière la colère, c'est qu'il y a un sentiment d'injustice, il y a une blessure et on a besoin que ce soit réparé. Euh, on a besoin que ce soit réparé. C'est pour ça que quand on est en colère, on crie parce qu'on veut être écouté et puis on veut que ce soit réparé, que celui qui nous a fait du tort, c'est pas que ce soit réparé. La peur. La peur indique en général un danger et un danger parfois inconnu. Et le besoin qu'il y a derrière, c'est la protection. Imaginez s'il n'y avait pas la peur, peut-être que on tomberait dans de très grands dangers, en fait, parce que c'est la peur qui nous indique. Parfois, c'est de la peur illusoire, mais au moins, ça nous indique qu'il y a un danger potentiel. Euh, et puis, la tristesse aussi, il y a un message. On est triste quand on perd quelqu'un, quand un des nôtres est malade, ou on a vécu une situation désagréable, ainsi de suite. Et le message, c'est qu'on veut être compris. C'est pour ça que les gens qui sont tristes ont besoin de partager. Ils ont besoin de parler à quelqu'un. Et quand on vous rassure qu'on a compris votre tristesse, ce que vous vivez, ça vous remonte et ça vous guérit. Euh, euh, et le dégoût, en général, indique qu'il y a quelque chose qui ne correspond pas à notre système olfactique, tout au moins à notre système, euh, comment dire ça, à nos sens, voilà, surtout le goût. Et ça indique qu'il faut fuir. Ça indique qu'il faut, faut pas approcher, qu'il faut rejeter, ainsi de suite. Donc, en fait, encore une fois, les émotions majeures sont des émotions qui sont là pour nous guider. Ce ne sont pas nos ennemis, mais Dieu a mis ça en nous pour nous aider à nous orienter dans le monde. Donc, ce sont nos amis, ce ne sont pas nos ennemis. Alors, la principale cause des émotions, bon, encore une fois, allô, vous me suivez? Oui, Père, c'est Oui, père. OK, donc, c'est ça, on appelle ça la roue des émotions. C'est-à-dire que, et c'est très important pour la gestion des émotions. Je ne vais pas insister là-dessus parce que ce n'est pas le but. En fait, c'est dans une certaine mesure le but, mais en psychologie, ça aide beaucoup pour les thérapies. C'est que quand nous avons des émotions, nous avons tendance à attribuer la cause de ces émotions aux autres. Mais en réalité, les émotions, la roue des émotions nous dit simplement que rien d'extérieur n'est la source de notre. Les émotions que nous traversons ont leur source en nous. L'élément déclencheur peut être extérieur, mais en général, l'émotion que nous développons à partir de ces déclencheurs, ça dépend de nous, dans une certaine mesure, ou tout au moins la gestion dépend de nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a toujours un élément déclencheur, c'est l'occasion. C'est l'occasion. Euh, il y a toujours un événement, une situation qui nous met, euh, qui provoque une pensée, parce que avant l'émotion, entre l'occasion et l'émotion, il y a toujours les pensées. Et c'est la nature de la pensée qui détermine l'émotion que nous allons traverser. Je vais donner un exemple tout à l'heure que je donne quand je parle surtout au couple de la gestion émotionnelle. C'est que les émotions transitent toujours par la pensée. Et on va le voir tout à l'heure avec Saint Ignace, c'est exactement la même chose. On l'a vu d'ailleurs la fois passée, les émotions, même spirituelles, ou les émotions spirituelles transitent toujours par la pensée. C'est ce que nous pensons qui détermine ce que nous sentons. Et dès qu'on modifie ce qu'on pense, ça modifie aussi ce qu'on sent. C'est pour cela que ce schéma est un guide thérapeutique, pour nous tous d'ailleurs. Pour modifier ce que vous sentez, il suffit de modifier ce que vous pensez. Et bien sûr, modifier ce qu'on pense n'est pas si simple que ça. C'est peut-être ça le plus difficile. Et donc, il y a une occasion, il y a des pensées qu'on développe à partir de cette occasion, et puis il y a une émotion qui s'ensuit, il y a un comportement qui s'adapte à l'émotion, et puis il y a des conséquences liées à ça. Je donne un exemple très simple. Euh, et vous voyez souvent, en fait, supposons que vous ouvrez la porte de votre maison et vous voyez un,
si vous voulez, un fil, ou si vous voulez un... Alors, le mot m'échappe, mais vous voyez quelque chose qui est couché dans votre cour euh, comme si c'était un serpent. Euh, c'est-à-dire, à première vue, ça ressemble à un serpent. Donc, la pensée va vous dire c'est un serpent. La pensée identifie ça comme un serpent. Alors, l'émotion qui va suivre, c'est nécessairement la peur. Le comportement qui va suivre, c'est nécessairement la fuite. Et cette fuite peut avoir des conséquences parce qu'en fuyant, on peut tomber, on peut se blesser, on peut. Mais qu'est-ce qui se passe quand on se rend compte ensuite que ce n'était pas un serpent, mais plutôt quelque chose qui ressemblait à un serpent? Du coup, on est rassuré. Notre dispositif émotionnel change. Et puis, on se rapproche et à la limite, on rit de soi. Parce qu'on dit, ben, comment j'ai pu penser que c'était un serpent? Un second exemple qu'on donne très souvent, c'est que si vous êtes marié et que votre époux, en fait, époux ou épouse, en général, on dit votre époux, prenons cet exemple, votre époux tarde à rentrer à la maison. Ça, c'est l'événement qui vous fait, qui déclenche le raisonnement chez vous. L'événement, c'est que votre époux ou votre épouse tarde à rentrer à la maison. Il est 21 heures, il est 22 heures. Plusieurs, plusieurs paramètres peuvent vous, en fait, plusieurs interprétations possibles. Est-ce qu'il a fait un accident? Est-ce qu'il est au bureau pris par le travail? Est-ce qu'il est sorti boire avec des amis? Euh, Est-ce qu'il est chez sa maîtresse ou chez son, je sais pas, son amant? Alors, si la pensée qui s'impose vous fait penser qu'il est probablement chez son amant ou chez sa maîtresse, eh bien, qu'est-ce qui va monter en vous comme émotion? C'est la colère. C'est la colère. La colère qui va peut-être même vous amener à sortir, à chercher, à le voir. Vous pouvez savoir où il se trouve. Est-ce que vous allez chercher à son bureau pour savoir s'il est au bureau ou pas? Il a allé où? Est-ce que vous pouvez... Ça va déterminer votre comportement. Vous pouvez m'appeler des collègues pour savoir s'il est rentré ou pas, ou s'il est encore au bureau ou pas. Et ça peut avoir des conséquences sur votre, comment dire ça, sur votre santé immédiate, c'est-à-dire votre état mental immédiat. Euh, Mais supposons que, ayant nourri pendant des heures les idées selon lesquelles il est probablement chez une maîtresse ou un amant, vous recevez subitement un coup de fil où on vous annonce qu'il est plutôt à l'hôpital et qu'il aurait fait un accident. Mais votre état émotionnel va changer du coup, va passer à plutôt de la peur, de la crainte et peut-être même de la compassion. J'espère que c'est pas grave. Et puis vous allez courir à l'hôpital voir ce qui lui arrive. Donc, encore une fois, c'est pas ce qui se passe qui cause les émotions, c'est ce que nous pensons de ce qui se passe qui détermine le type d'émotion que nous avons. Ça, c'est très important dans la thérapie émotionnelle. Donc, je voulais insister là-dessus parce que nous verrons que même chez Saint Ignace, les pensées déterminent les émotions. C'est l'émotion, en fait, dans une certaine mesure, euh, il y a un lien entre les pensées et l'émotion spirituelle. Voilà, ça c'est la transition vers le lien entre l'intelligence émotionnelle. Donc, moi, en fait, dans cette première partie qu'on vient de terminer, l'idée pour moi, c'était de vous, euh, l'idée pour moi, c'était de vous euh, donner le fondement psychologique du concept d'intelligence émotionnelle pour vous montrer que aujourd'hui, la psychologie et surtout la neuroscience a redécouvert et réévalué la place des émotions dans le dispositif de l'expérience humaine. Et que probablement Saint Ignace était en avance sur son temps en valorisant
n'est-ce pas, l'émotion ou les motions, puisque les deux sont liés dans l'expérience spirituelle. Voilà. Et comme on l'a vu dans le premier module, euh, 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 le processus décisionnel dans la spiritualité ignatienne transite ou s'articule autour de trois mots-clés: distinguer, délibérer et décider. Et puis, il y a un C qui se ramène à la confirmation. Donc, pour l'instant, nous avons parlé de distinguer, c'était le premier module, et on a évoqué aussi la délibération dans le premier module. Et nous avons vu qu'il y a au moins trois modes de délibération principales, et peut-être même quatre, si vous voulez. Il y a le mode rationnel, il y a l'approche rationnelle, il y a l'approche spirituelle, il y a même l'approche éthique, c'est-à-dire par les valeurs, mais surtout, il y a l'approche émotionnelle qui est extrêmement importante chez Saint-Ignace de Loyola. Et donc, c'est ça que nous allons essayer d'approfondir dans le module actuel, parce que finalement, Saint-Ignace nous montre que si nous avons un, si nous avons un sens spirituel suffisamment affiné, eh bien, nos émotions peuvent nous guider vers la reconnaissance de la volonté de Dieu. C'est ce que, en fait, une émotion, une fois qu'on le gère en fait, qu'on le resitue dans la matrice ignatienne, est plutôt appelée motion. Et on va voir tout à l'heure la différence entre émotion et émotion. Donc voilà, c'est ce schéma qu'on avait déjà vu. Et encore une fois, c'est de ça qu'il s'agit, c'est de trouver, c'est de réconcilier la raison et l'émotion. Et ça, c'est très ignatien, c'est pas l'un sans l'autre. Euh, et même dans la psychologie positive aujourd'hui, on nous aide à lier ces trois termes: l'aptitude, l'attitude et l'altitude. Parce que si vous avez des aptitudes, c'est probablement le QI, c'est votre savoir-faire. Mais si vous n'avez pas les bonnes attitudes, c'est ça peut-être le quotient émotionnel. Si vous n'avez pas les bonnes attitudes, vous n'atteindrez jamais l'altitude que vous souhaitez ou qui vous est réservée par Dieu. Et c'est ce qu'on appelle, cette altitude, c'est la vie en abondance. Vous voyez, et il faut à la fois les aptitudes et l'attitude. C'est pour cela que Ziegler qui disait que ce n'est pas notre aptitude, mais notre attitude qui détermine notre altitude. Moi, je dirais que les deux doivent tenir ensemble. À la fois l'aptitude et l'attitude, c'est ça qui nous permet de voler le plus loin possible. Donc ça, c'est très important. Ça nous renvoie encore. Et puis, il y a aussi un lien avec la notion de motivation. Parce que quand on a trouvé la bonne émotion dans une activité, c'est ça qui nous met en motion ou en mouvement. C'est ça qui nous meut vers où nous voulons aller. Et c'est pour cela que vous voulez, même dans le monde professionnel, on va vous parler des motivations, comment on motive un collaborateur. Mais en réalité, c'est simplement de le mettre dans des conditions qui éveillent en lui la bonne émotion par rapport aux tâches qu'on attend de lui et aux aptitudes et à l'altitude qu'il vise. Et donc, c'est ça. Donc, vous voyez bien que ce qu'il s'agit de motivation, d'émotion ou de motion, c'est la même racine. Et c'est des dispositions intérieures qui doivent accompagner les aptitudes extérieures. Et ça, c'est très important. Malheureusement, encore une fois, dans nos systèmes éducatifs, on met plus l'accent sur les aptitudes et beaucoup moins sur les attitudes. Ce que les anglophones appellent aujourd'hui les soft skills. Et c'est fondamental dans tout secteur d'activité. Les soft skills sont fonds. En fait, c'est, c'est incontournable pour aller le plus loin possible. Voilà. Et c'est souvent ça qui fait la différence entre deux personnes qui ont les mêmes aptitudes. C'est les attitudes. Et je crois que même dans le recrutement du personnel dans les entreprises, quand on a vérifié les aptitudes, on s'intéresse quand on a vérifié les aptitudes, c'est-à-dire le savoir-faire, on s'intéresse davantage au savoir-être. C'est ça qui peut faire la différence entre deux candidats.
Donc là, j'ai déjà parlé de ça. Il y a des émotions qui nous motivent, mais il y en a aussi qui nous démotivent. Euh, euh, et comment entretenir en soi ou chez les élèves, en fait, chez les autres, les émotions motivantes. Et souvent, c'est pas, en fait, parfois dans la maison, les parents pensent que c'est en insultant l'enfant qu'on le motive. C'est-à-dire que quand il a une mauvaise note, on lui dit que tu es con, tu es idiot. Ça, c'est pas la meilleure motivation possible. Il faut trouver d'autres manières de l'encourager à développer de la passion pour ce qu'il fait. Euh, euh, voilà. Euh, alors, je le disais tantôt, il y a un lien fondamental entre les croyances, les pensées, les représentations, c'est-à-dire ce que nous pensons, ce que nous nous disons, ce que certains appellent la radio mentale et ce que nous ressentons, notre comportement. Ça, c'est très lié. Et on n'a même pas besoin de nous le dire. On en fait l'expérience chaque jour. Et dès que nous modifions les contenus de nos pensées, de nos représentations, de nos croyances, ça modifie automatiquement nos émotions et notre comportement. Euh, alors, je ne vais pas insister là-dessus parce que j'en ai déjà parlé. Ça aussi, j'en ai déjà parlé. Alors maintenant, on retombe sur la spiritualité et le point de passage ici, au moins le trait d'union ici, c'est cette distinction entre la motion et l'émotion. Parce que dans les exercices spirituels, vous verrez rarement le terme émotion. Au contraire, vous allez voir très souvent le terme motion, l'émotion spirituelle. Euh, alors, cette distinction, vous la trouvez bien évidemment dans le texte que je vous ai donné à lire comme préparation à ce module. Je ne l'ai pas inventé. J'ai trouvé cette distinction très éclairante et c'est pour cela que je la repercute ici. Et donc, la psychologie parle d'émotion et Saint Ignace parle d'émotion. Tous les deux ont trait à un mouvement intérieur. Seulement, l'émotion, c'est un mouvement intérieur en réaction à un événement extérieur, comme on vient de le voir. Et parce que c'est psychophysiologique. Les émotions sont souvent provoquées par des événements extérieurs à nous. Alors qu'une émotion, c'est un mouvement intérieur qui vient de Dieu lui-même. Ou, en fait, qui vient du Dieu ou de l'ennemi de Dieu, si vous voulez. Euh, donc, c'est un mouvement intérieur qui enflamme notre cœur pour Dieu ou encore qui le refroidit plutôt par rapport à Dieu. Et donc, à ce moment-là, elle est spirituelle. Euh, mais les émotions spirituelles peuvent aussi naître d'une méditation. Pendant que nous méditons la parole de Dieu, à ce moment, il y a un lien avec un événement extérieur. L'événement extérieur, c'est la méditation de la parole de Dieu. À ce moment-là, c'est la digestion ou la méditation de la parole de Dieu qui provoque en nous, et Dieu passe par là pour nous mettre en motion intérieurement. Et ça peut enflammer notre cœur pour Dieu, c'est ce qu'on appelle consolation, tout comme ça peut refroidir notre cœur par rapport à Dieu, c'est ce qu'on appelle la désolation. Et là, nous sommes sur le terrain spirituel. Mais ce n'est pas différent des émotions parce que à ce moment-là, simplement qu'on fait une interprétation spirituelle des mêmes émotions que nous pouvons vivre sur le plan psychophysiologique ou sur le plan psychologique. Donc, si vous allez chez un psychologue, il va vous parler des émotions. Mais si vous allez chez un homme spirituel, ou tout au moins un ignatien, il va vous parler d'émotions. Mais en fait, la motion, comme je dis, l'émotion, à ce moment-là, est reliée à une racine spirituelle. À ce moment, on va vous demander de chercher à voir si ça vient de Dieu ou si ça vient du mauvais esprit. C'est très important, cette distinction. En tout cas, je l'ai trouvé très éclairant pour comprendre le lien entre la psychologie et la spiritualité. Euh, et Saint Ignace nous dit de toute façon que discerner avec la raison est probablement plus facile, mais discerner avec l'émotion est plus subtil. C'est pour cela qu'il faut pas être complaisant. Quand on veut utiliser ses émotions ou ses émotions pour discerner, il faut être il faut être très fin pour ne pas se laisser entraîner soit par l'émotionnalisme ou soit par le rationalisme. Les deux extrêmes sont à l'éviter. Donc, discerner avec les consolations et les désolations est plus subtil. Il faut arriver à reconnaître, à distinguer
et à articuler les motions et les émotions qui me traversent. Et ça demande une très grande attention à soi, à ce qui se passe en soi. Et c'est pour cela qu'en général, on discerne en silence, dans un milieu où on est isolé du bruit du monde, pour être capable d'écouter l'écho intérieur, c'est-à-dire c'est la voix de Dieu qui nous parle à travers justement une résonance émotionnelle. Euh, et vous verrez plus tard d'ailleurs, on verra plus tard, ou tout au moins quand vous ferez les exercices spirituels, quand vous frotterez à la spiritualité ignatienne, vous verrez que le désir occupe une place. Le désir, qui est encore une fois une sorte de motion intérieure, occupe une place fondamentale dans la spiritualité ignatienne. Qu'est-ce que je désire? Formuler ce que je désire, dit Saint Ignace. Au début de chaque méditation, Saint Ignace nous invite à formuler ce que nous désirons. Qu'est-ce que je veux et désire? Parce que pour lui, Dieu nous parle à travers nos désirs, mais des désirs discernés, des désirs purifiés, des désirs éclairés. Ce n'est pas simplement des désirs chats. En fait, ce pas des désirs à fleur de peau, non. Des désirs de main. Il faut écouter ces désirs, écouter l'émotion intérieure. Et puis ensuite, il faut arriver à déterminer leur origine. Est-ce que ça vient de Dieu? Est-ce que ça vient du diable? Est-ce que ça vient du bon esprit? Est-ce que ça vient du mauvais esprit? Ou encore, ça vient de ma propre imagination. Parce que souvent, c'est aussi le cas. Ça peut arriver aussi que ce soit le cas. Que ça vienne de ma propre imagination. Mais les deux sources principales, c'est Dieu ou le bon esprit ou le mauvais esprit. C'est pour ça que Saint Ignace parle du discernement des esprits. Parce qu'à chaque fois, nous sommes, n'est-ce pas, sous l'influence des esprits. Les bons comme les mauvais, il faut arriver à distinguer d'où nous viennent ces pensées, d'où nous viennent ces désirs, d'où nous viennent ainsi de suite. Ça, la subtilité du discernement ignatien. Et là encore, ça nous aide à approfondir. Là encore, je tire ça du document que je vous ai donné. Et c'est en fait, j'ai tiré ça d'un texte écrit par une Xavière qui s'appelle Geneviève Roux, dans le document Vie chrétienne que j'ai partagé avec vous, qui date de 2020, où elle dit comment distinguer l'émotion des émotions, sans doute par leur mode d'approche. L'émotion est une réaction immédiate à une intervention extérieure, c'est ce qu'on a dit. La motion, elle, est une écoute de ce qui surgit de l'intérieur de nous-mêmes, dans le silence de la prière ou à un moment inattendu. C'est en fait Dieu qui surgit en nous, ou qui fait irruption en nous. Là, on parle d'émotions, mais comme je l'ai dit, ces émotions ont pour médium les émotions. On ne peut pas séparer les deux. Les émotions sont le signe que l'Esprit de Dieu agit en nous, en moi, et combat celui du mauvais. À travers consolation et désolation, nous pouvons discerner les chemins qui nous mènent à Dieu. Comme l'œnologue affine peu à peu son goût pour reconnaître le bon vin, l'attention à ce qui se passe en soi permet à chacun d'approfondir sa vie spirituelle. L'attention à ce qui se passe en soi. Voilà. Et le plus grand ennemi à l'attention à ce qui se passe en soi, c'est le bruit dans lequel nous vivons aujourd'hui. Et c'est la plus grande menace de la vie spirituelle. En fait, je ne suis pas un fan du cardinal Sarah, mais il a écrit tout un livre sur le silence. J'ai lu certaines sections de ce livre, pas tout le livre, j'ai lu certaines sections, et il dit des choses très intéressantes. Encore une fois, je ne suis pas un fan du cardinal Sarah, mais j'évoque ça simplement pour dire que notre monde aujourd'hui est organisé de telle sorte à nous éloigner le plus possible de l'attention à nous-mêmes et à nous plonger dans la plus grande distraction possible. Et le téléphone portable risque d'être notre premier ennemi spirituel. Parce que, en fait, je le dis parce que en fait, moi-même, j'ai vu la place que progressivement Satan occupé dans ma vie et dans mon temps. Et si on ne se discipline pas, on devient esclave et on n'a plus de l'espace pour l'attention à ce qui se passe en soi. On est plus attentif au bruit du monde. Et ce bruit du monde se traduit aussi par le bruit numérique qui fait qu'on est constamment accouché à ce téléphone et souvent pour des balivernes. Alors, encore une fois, l'attention à ce qui se passe en soi permet à chacun d'approfondir sa vie spirituelle et le met à l'écoute du Seigneur qui appelle à la vie. Et ça demande le silence et souvent la solitude
le, 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 le- les moments à soi-même, ce qu'on appelle les moments de désert, où effectivement, on essaye d'écouter ce que Dieu nous dit au plus profond de nous-mêmes. Mais ce n'est pas donné, bien évidemment. C'est pas donné. Et il faut le reconnaître de plus en plus, c'est pas donné. Euh, alors, je voudrais quand même, je vais terminer par là, revenir à ce texte pour moi qui est fondamental dans la compréhension du discernement ignatien qu'on trouve dans l'autobiographie. Ça, on l'avait déjà lu dans le premier module, mais j'y reviendrai à chaque session parce que pour moi, ça nous permet de faire le lien ou bien de faire la synthèse. Ce texte nous permet de faire la synthèse de ce que nous avons partagé ce soir sur le lien entre les émotions et l'émotion, ou le passage de la psychologie, ou le lien entre la psychologie et la spiritualité à travers les deux termes d'émotion et de motion. Parce que là, c'est Dieu nous rejoint à travers notre psychologie. Dieu ne viole pas les lois de la psychologie. Dieu nous rejoint à travers, n'est-ce pas, la psychologie humaine que lui-même a mise en nous. Voilà. Donc, et on voit comment elle est à l'œuvre en Saint-Ignace à travers cet extrait de l'autobiographie au numéro 8, où Saint-Ignace, je reprends, je répète, je regrette de le répéter, mais pour moi, quand on a compris ce court passage, on a compris la source même de l'intuition ignatienne en matière de discernement. Parce que c'est quelque chose qu'il a vécu lui-même avant de partager. Et, et il dit donc, il y avait toutefois cette différence. Quand il pensait, vous voyez, on a parlé tout à l'heure du lien entre les pensées et les émotions. Quand il pensait à ce qui était du monde, il s'y complaisait beaucoup. Complaire, dans le complaire, il y a le goût, c'est du sentir. Il s'y complaisait beaucoup. Mais quand lassé, fatigué, il cessait d'y penser. Il se trouvait aride et insatisfait. Aride et insatisfait, encore une fois, c'est des états intérieurs. Il faut être attentif à soi pour le sentir. Et là, on le sait, Saint Ignace vit cette expérience couché sur son lit de convalescence et donc isolé, tout seul, avec Dieu. En revanche, aller à Jérusalem du pied, ne plus manger que des herbes, se livrer à toutes les austérités auxquelles il voyait que les saints s'étaient livrés, non seulement il éprouvait de grands élans intérieurs, vous voyez, c'est les élans intérieurs qui nous parlent, qui nous guident. Voilà. Ce sont nos élans intérieurs qui nous guident, dit Saint Ignace subtilement, ou pas subtilement, mais clairement, explicitement. Donc, non seulement il éprouvait des grands élans intérieurs, quand il méditait sur les pensées, sur les pensées et les élans intérieurs. Il y a un lien profond entre les pensées et les élans intérieurs. Et donc, méditer sur des pensées de ce genre, mais même après les avoir quittées, il restait satisfait et allègre. Satisfait et allègre, encore une fois, c'est des élans intérieurs. Alors, vous voyez déjà ici que le lien entre les pensées et les émotions, c'est pour cela que vous verrez que la spiritualité ignatienne ou la prière ignatienne est essentiellement fondée sur la méditation de la parole de Dieu. Parce que c'est la méditation de la parole de Dieu. Et quand nous méditons la parole de Dieu, nous mettons en œuvre toutes nos facultés pour comprendre cette parole, rationnellement la comprendre, mais il faut, pour qu'elle nous transforme, il faut qu'elle devienne affective. C'est-à-dire, il faut qu'elle touche notre activité. Il faut que ce qu'on a médité, c'est-à-dire le contenu de notre pensée, eh bien, se traduise en élan intérieur ou en sentiment ou en émotion. Et donc, il restait satisfait. Cependant, il ne réfléchissait pas à tout cela, ni ne s'arrêtait à supposer cette différence, sauf à partir du moment où ses yeux s'ouvrirent. J'aime beaucoup cette expression où ses yeux s'ouvrirent. Parce que de nous-mêmes, on ne peut pas y arriver. Il faut que Dieu nous touche et ouvre nos yeux pour qu'on se rende compte de ce qu'on vit. Vous voyez, ça ne va pas de soi. Ses yeux s'ouvrirent et il se mit alors à s'étonner de cette diversité. C'est une illumination en réalité. C'est une illumination en réalité. Je reviendrai peut-être là-dessus parce que ça me rappelle un peu euh, en fait, l'expérience mystique dans les sociétés africaines. Mais je ferai cette comparaison. Je crois qu'elle n'est pas de trop. L'expérience de l'ouverture des yeux. Parce que ça a une résonance très africaine, s'il vous plaît. Mais ce n'est pas de ça qu'il est question ici. Mais je vous dirai pourquoi demain. Donc, ses yeux s'ouvrirent un peu et il se mit alors à s'étonner de cette diversité
et à faire réflexion sur elles, saisissant par cette expérience qu'après certaines pensées, il restait triste, c'est une émotion, et qu'après d'autres, il restait joyeux, c'est une émotion. Oui. Mais ici, il s'agit d'émotions, en fait, on ne parle plus d'émotions, mais d'émotions, parce que cela a une valence spirituelle. Et donc, peu à peu, il en veut à connaître la diversité des esprits qui s'agitaient en lui, l'un du démon, l'autre de Dieu. Et ce fut le premier enchaînement des propos qu'il fit dans les choses de Dieu. Et ensuite, quand il fit les exercices, c'est d'ici qu'il commença à comprendre, à prendre lumière en ce qui concerne la diversité des esprits. Alors, donc voilà, pour moi, ce paragraphe est fondamental dans la compréhension du lien entre de la valence ou de la valeur spirituelle des émotions, qui deviennent alors des motions dans le langage ignatien. Donc voilà, je crois que ça, c'est probablement l'essentiel de ce que je voulais partager. Je crois qu'il n'y a pas, il n'y a pas autre chose après ça. Euh, comment dire ça? Euh, je voudrais quand même laisser 30 minutes, quelques questions. Oui, on a encore 10 minutes. Je vais terminer par là. On a encore deux ou trois slides. Je vais terminer, on va terminer dans 5 minutes. Et puis, à ce moment-là, on peut avoir 30 minutes d'échange pour ceux qui veulent rester pour qu'on échange ou on pose quelques questions. Mais je voudrais donc... alors, il n'y a rien de nouveau dans ce que nous allons parcourir rapidement dans les trois slides qui vont venir, mais c'est simplement pour montrer comment d'autres qui approfondissent la spiritualité ignatienne disent ça en d'autres mots, c'est-à-dire euh, enfin, il dit ici pour distinguer la consolation de la désolation, il dit expérience donc de plaisir et de déplaisir. Oui. Plaisir durable et finalement comblant d'un côté, c'est ce qu'on appelle la consolation. Plaisir éphémère et finalement frustrant de l'autre. Ça, c'est l'expérience qu'on vient de voir avec Saint Ignace. L'expérience spirituelle fondatrice chez Ignace, celle des motions spirituelles, se dit en termes psychologiques de plaisir et de déplaisir. Voilà, donc, encore une fois, voilà le lien entre la psychologie et la spiritualité ici. Plaisir durable et plaisir éphémère. Pour être capable, c'est pour ça, la consolation, c'est pas simplement du plaisir ou de la joie. Il y a le volet durable. Et si c'est seulement éphémère, bah, c'est pas très différent de quelqu'un qui va prendre un verre de bière ou de vin et il sent que ses veines se dilatent et puis il est content, il est joyeux pendant un bout de temps, puis après ça disparaît. Non, c'est un plaisir qui dure. Et ça, ce type de plaisir, on le sent quand on a découvert sa vocation. Quand vous avez découvert en fait, quand vous avez vraiment découvert votre vocation et que vous l'avez embrassée, il y a une paix et une joie qui vous accompagnent tout au long de votre vie, malgré les difficultés, les moments de tristesse, il y a un fond de paix et de joie qui vous accompagne. Et ça c'est un signe que vous êtes là où vous devez être. Et c'est très important pour le discernement des vocations, de, 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 de distinguer entre le plaisir durable et le plaisir en fait, de cette joie durable et de cette joie éphémère. C'est très important pour faire la part des choses. Donc, plaisir frustrant et plaisir comblant, la consolation et la désolation, les interventions du bon et du mauvais esprit sont décrites en termes aisément accessibles à l'homme moderne. Ignace a vu dans leur alternance une forme de langage dont Dieu se sert pour faire connaître sa volonté. Donc voilà, faut pas qu'on boude, nous ne devons pas bouder nos émotions. On doit plutôt apprendre à les discerner pour voir ce que Dieu nous dit à travers elles. Et enfin, je crois que c'est bien ça, oui, 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 presque. Enfin, l'émotion spirituelle, ce sont des balises sur ma route pour découvrir le désir de Dieu pour moi. Elles m'informent sur les options que je dois prendre pour atteindre le bonheur. Ça, je l'ai trouvé chez Patrice Pouls, toujours dans Vie chrétienne. Et ce qui est original dans l'expérience d'Ignace, comme dans sa doctrine, c'est d'avoir couplé le discernement d'émotions avec la prise de décision. Ouais. Avec la prise de décision. Donc, c'est une approche de processus décisionnel qui est ancrée dans la spiritualité. Autrement dit, lorsqu'on a un choix à faire entre deux parties moralement bons l'un et l'autre, on a vu ça dans le premier module, prendre sa décision, non en fonction de facteurs purement rationnels, mais en fonction de ce que suggère l'émotion intérieure.
c'est-à-dire l'affectivité profonde. De quel côté m'incline l'Esprit de Dieu qui me parle dans le jeu des esprits et de leurs motions en moi? Ça, c'est Dominique Salin, n'est-ce pas, toujours dans ce numéro de vie chrétienne. Donc, je vous encourage à lire ce numéro-là. Si vous ne l'avez pas fait, bon, peut vous permettre encore une fois d'élargir vos horizons sur cette question. Donc ça, je ne m'attarde plus là-dessus. Ça, on l'a déjà vu. Ça, encore une fois, on reviendra là-dessus demain. Donc, encore une fois, je préfère m'arrêter là parce que on reviendra sur cette question demain pour essayer de rappeler ce qu'on a vu dans le premier module avant d'enclencher comment se comporter, en fait, les règles du discernement, telles que Saint Ignace nous les donne et qui nous aident à savoir comment se comporter quand on est en consolation ou quand on est en désolation, puisque c'est les deux termes clés du discernement ignatien à travers l'émotion ou à travers les émotions. Donc voilà, je m'en tiens à ça pour aujourd'hui. Et je voudrais que ceux qui le veulent et qui veulent, de toute façon, qui ont l'une ou l'autre question à poser, peuvent rester. Mais ce qu'on peut aussi faire, c'est d'arrêter là. Vous prenez le temps de digérer ce qui a été dit. Et puis, demain, on commence par 30 minutes d'échange sur des questions que vous auriez à poser, que vous n'avez pas fait, des choses que vous n'avez pas pu comprendre. Mais je suis disponible, 30 minutes, je peux vous l'accorder encore. Puisqu'on avait prévu aller jusqu'à 20h30, eh bien, je peux vous accorder 30 minutes au cas où vous aurez des choses que vous voulez éclaircir avant qu'on ne prolonge demain. Voilà. En tout cas, merci de votre aimable attention. Et puis, on se donne, pour ceux qui veulent rester, vous restez. Pour ceux qui veulent partir, on se donne rendez-vous pour demain à la même heure. Voilà. Merci. Merci, Père. Merci beaucoup, Père. De rien. Les cadenas, les cadenas. Les cadenas. Voilà. Alors, comme on a l'habitude de faire, si vous voulez intervenir, vous levez la main et puis vous posez votre question. Et si j'ai un élément de réponse, je réponds. Sinon, on peut toujours se donner rendez-vous demain. Et puis, jusqu'à ce qu'on épuise les interventions. Ça peut être aussi une observation ou un partage, pas nécessairement une question. Ça aussi, c'est bienvenu. Donc, à vous de voir. Donc, je vois une main levée, c'est Aimé. Oui, merci mon père. Bonsoir à tous. Bonsoir. Mon père, j'ai bien compris comment vous avez expliqué l'intelligence émotionnelle Mhm, qui prend sa base sur la connaissance de soi et la connaissance de l'autre. mhm, Et aussi, j'ai compris que c'est le cerveau, le, l'ancien cerveau, le cortex, mhm, qui s'occupe de cette partie sociale. mhm, Je, je, j'ai envie de dire que il y a certaines personnes qui semblent naturellement euh, avoir une plus grande capacité émotionnelle et mhm, d'autres sont plus sensibles. Alors, mhm, je ne sais pas, est-ce que c'est leur cerveau, euh, leur cortex qui est petit ou bien c'est une connaissance de soi insuffisante ou mhm. c'est un manque d'effort de la connaissance de l'autre. Et puis, je veux aussi vous demander si vous avez des conseils euh, pour une personne qui veut développer et plus son intelligence émotionnelle. Ouais. Ben, c'est de très bonnes questions, hein. Je crois que j'ai pas de réponse toute faite à ça, mais ce que je peux dire, c'est effectivement, vous verrez par exemple qu'il y en a qui ont de très grandes capacités relationnelles, hein,
qui ont de très grandes capacités relationnelles, ils arrivent quelque part et très vite, ils se font facilement des amis. Ça veut dire qu'ils ont une intelligence, leur intelligence interpersonnelle est très développée et au-dessus de la moyenne. Il y en a d'autres qui sont plus timides, plus réservés, il leur faut beaucoup d'énergie pour se faire des amis. Ça ne veut pas dire qu'ils ne se font pas des amis, mais ils n'ont pas la même facilité à naviguer, à gérer les relations humaines que d'autres. Ben, ça veut dire simplement que leur intelligence interpersonnelle est moins développée euh, euh, et, et, et peut-être qu'ils ont plutôt une intelligence intrapersonnelle plus développée. Et chaque intelligence a ses avantages. Parce que ceux qui ont une intelligence interpersonnelle plus développée sont parfois portés à être trop extravertis. Et ça a ses avantages et ses inconvénients. Tout comme ceux qui ont une intelligence intrapersonnelle très développée ont tendance à être trop introvertis. Et quand tu es introverti, ça veut dire que tu as une plus grande connaissance de soi. Tu es plus attentif à ce qui se passe en toi. Mais ça peut avoir cet inconvénient que ça t'isole ou que tu aimes la solitude ou que tu n'aimes pas. Une fois, il faut trouver un équilibre entre les deux. La bonne nouvelle, et c'est ce que ça rejoint la question que vous avez posée, la bonne nouvelle, c'est que on peut développer chacune de ces intelligences. Il y a des activités qui permettent de développer chacune de ces intelligences-là. Je ne peux pas entrer dans les détails parce que ça demanderait toute une autre session pour voir si mon intelligence... Parce qu'en fait, la théorie des intelligences multiples que j'ai partagée avec vous, il y a des tests qui vous permettent de savoir quelles sont les intelligences qui sont les plus développées chez vous et celles qui sont les moins développées chez vous. Et une fois que vous avez fait ce test, ça vous permet de savoir ce sur quoi vous devez travailler pour avancer. En fait, pour que votre bouquet soit davantage beau, en fait, parce qu'il s'agit, et c'est ça, moi, mon problème avec le système éducatif actuel, c'est que quand vous passez votre temps à classer les enfants en plus intelligents et moins intelligents, ou quand nous passons notre temps à le faire, puisque moi-même je suis là-dedans, dans le système éducatif, ce système éducatif-là, eh bien, ça peut en réalité donner l'impression à des enfants qu'ils sont idiots, bêtes, cons, salauds, le terme qu'on utilise souvent, alors qu'en réalité, c'est simplement qu'on n'a pas eu le temps de, de connaître cet enfant et de voir quelles sont les intelligences qui sont les plus développées chez lui. Donc, en fait, c'est pour dire que je ne peux pas, dans l'immédiat, vous dire quels sont les exercices qu'il faut, mais il y en a qu'il faut faire pour développer une intelligence interpersonnelle, par exemple. Il y en a. Vous verrez que dans les écoles américaines maintenant, il y a de plus en plus des activités. Depuis la maternelle, ils ont mis maintenant des activités qui permettent à un enfant d'être attentif à ce qui se passe chez son voisin. Ça, c'est l'intelligence interpersonnelle, mais aussi d'avoir des moments à soi où on est attentif à ce qu'on ressent et qu'on peut nommer. Il y a dans le système éducatif américain, dans certaines écoles, on a introduit des modules comme ça pour accompagner les enfants pour qu'ils développent leur intelligence émotionnelle. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose ce que je viens de raconter là. Tout à fait, j'ai bien compris. D'accord, d'accord. Une autre question ou réflexion? Bonsoir, Père Ludovic. Oui, bonsoir. Alors, je voudrais dire un mot, ou aussi, je ne sais pas si vous pouvez dire un mot un peu par rapport à une autre forme d'intelligence qui est aussi de plus en plus en vogue, l'intelligence spirituelle. C'est-à-dire, au-delà de l'intelligence émotionnelle, Mhm. on parle aussi dans l'actualité de l'intelligence spirituelle, c'est-à-dire cette capacité à transcender. Ce n'est pas forcément du religieux, mais Oui, c'est une forme d'intelligence aussi que nous avons qui va au-delà de oui, l'émotion. Je ne sais oui. pas si vous pouvez aussi dire un mot sur cette forme d'intelligence et quelle pourrait être sa relation avec la spiritualité ignatienne. Alors, bon, certains ont ajouté, parce que le père de la théorie des intelligences multiples, je vous ai dit que c'est Howard Gardner, lui, à la base, il a dit qu'il y a 8 intelligences. Et puis d'autres qui ont commenté sa pensée ont ajouté l'intelligence spirituelle. Alors,
il n'y a pas unanimité sur le fait qu'il existe une intelligence spirituelle, parce que certains vous diront qu'ils sont athées. Alors, quand des gens vous disent qu'ils sont athées, est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas du tout l'intelligence spirituelle ou bien qu'est-ce qui se passe? Mais on trouve tout de même que il y a chez beaucoup de gens cette capacité à rechercher le transcendant, que certains appellent Dieu, ou bien à s'ouvrir au-delà de ce qui est terrestre. C'est pour ça que vous verrez qu'en Europe, maintenant, en Occident aujourd'hui, beaucoup distinguent la spiritualité de la religion. C'est une distinction très subtile, mais c'est tout simplement pour dire que on n'est pas obligé d'être dans une église pour s'ouvrir à la transcendance ou au spirituel. C'est ce que certains pensent aujourd'hui. Et donc, on trouve cette capacité-là chez les êtres humains. Est-ce qu'il faut en faire une intelligence à part? C'est ce que certains pensent. Mais d'autres contestent en disant, mais écoute, que dites-vous des athées qui disent que bon, le spirituel n'existe pas, ils sont entièrement matérialistes, ou le spirituel ou le transcendant n'existe pas, ainsi de suite. Donc, et ils ne sont donc pas portés à chercher soit Dieu et ainsi de suite. Donc voilà ce que je peux dire. Mais vous faites bien de soulever cette question parce que certains, en plus des 8, ont ajouté une neuvième intelligence qui est l'intelligence spirituelle. Voilà, c'est ce que je peux dire à ce propos pour l'instant. Et pour nous, ça a un sens, pour nous les croyants, pour nous les spirituels, ça a un sens parce qu'effectivement, nous avons des méthodes pour chercher Dieu et il y en a qui, à force de chercher Dieu, deviennent des spécialistes de la spiritualité et accompagnent les autres dans la recherche de Dieu. Et donc, on peut considérer ça comme une intelligence spirituelle. C'est pour cela que vous verrez que dans l'intitulé l'intitulé de la présentation d'aujourd'hui, j'ai dit intelligence émotionnelle et intelligence spirituelle. Autre chose? Je vois encore la Oui, main. bonsoir, Père. Oui, bonsoir. Je vois, oui, c'est Alain. Oui, allez-y. Oui, Père. Père, ma question, c'est au niveau de la roue émotion, la roue des émotions. Oui. Et vraiment, c'est un très gros challenge. La première fois, quand j'avais écouté ça, Mhm. que bon, il y a un événement, après ça dit à penser et les Mhm. émotions. Moi, je me suis dit que c'était mathématique, que Mhm. facilement je pouvais contrôler tout ça dans ma tête. Mhm. Je l'ai essayé plusieurs fois. Je suis 10 fois, j'ai réussi pratiquement une fois parce que Mhm. les 9 fois où j'ai échoué, c'est que je me rends compte quand l'événement est déclenché, sans Oui. me rendre compte, ma tête ayant des pensées négatives. Du coup, je me rends compte à un moment donné que je n'ai même pas eu la possibilité de choisir le type d'émotion, bien le type de pensée qui arrivait dans ma tête. Et puis, Mhm. parfois, je suis déjà en pleine émotion que je commence à faire la marche arrière pour voir si je peux me retrouver. Bon, pour Tout à dire, fait. ce n'est pas automatique et ça Non. m'embrouille. Je me demande s'il y a vraiment une technique pour arriver à soi sa paix. Oui, très bonne question, Alain. Je ne crois pas qu'il y a de technique. C'est simplement, c'est que, vous voyez, en anglais, les, les, les bouddhistes, les bouddhistes ont appelé ça monkey mind. Monkey mind, c'est un peu comme vous voyez le petit singe qui saute d'une branche à l'autre sans réfléchir, sans. Il a des mouvements. C'est comme ça que notre tête fonctionne. C'est pour ça qu'on parle de radio mentale. C'est que certains pensent même dans la spiritualité orientale, je parle des bouddhistes et de l'hindouisme, que la clé de la spiritualité, c'est le contrôle de ses pensées. Et justement parce que contrôler ses pensées est extrêmement difficile. Contrôler ses pensées.
parce que les pensées n'attendent, en fait, ne demandent pas notre autorisation pour surgir. Mais en fait, la méditation, ça vous verrez que chez les Occidentaux maintenant, et même chez les Orientaux, la spiritualité orientale est aussi centrée sur la méditation. Et la méditation chez les Orientaux a pour finalité essentielle le contrôle du mental, ce qu'ils appellent mind. Et quand tu arrives à contrôler ton mind, tu deviens mindful. C'est ce qu'ils appellent mindfulness. Quand vous allez quand vous visitez la littérature sur le développement personnel basé sur la spiritualité orientale, le concept de mindfulness est central. Parce que quand vous ne contrôlez pas vos pensées, c'est vos pensées qui vous contrôlent. Parce que justement, vos pensées vont vous entraîner dans un schéma émotionnel qui va vous dérouter ou vous amener à des comportements qui ne sont pas adéquats. Euh, D'où la vie. C'est pour ça que vous verrez que chez les bouddhistes, il y a des monastères. Pourquoi ils vont dans les monastères? Et là aussi, ils ne se marient pas, hein, les moines bouddhistes, parce que leur travail essentiel, c'est de méditer. Et la méditation a pour rôle d'aider à contrôler la pensée. Chez nous aussi, chez les Ignatiens, la méditation est fondamentale. Vous verrez que dans la méditation, l'un des plus grands obstacles, c'est la distraction. Et la distraction, c'est quoi? C'est le flou incessant des pensées que nous n'arrivons pas à contrôler. Mais à force de méditer, on contrôle, on arrive dans une certaine mesure à canaliser nos distractions et à canaliser notre esprit. Non, c'est pour te dire que c'est la chose la plus difficile en spiritualité. C'est le contrôle de ses pensées et l'orientation, la maîtrise de ses pensées qui entraîne la maîtrise de ses émotions. Et mais ça demande des exercices. C'est ça que il ne suffit pas de méditer une fois, il faut méditer des années et des années pour devenir un spécialiste de la maîtrise de ses pensées et de ses émotions. Donc, en fait, c'est pour vous encourager à ne pas vous décourager. C'est pas parce que si vous avez déjà réussi une fois sur 10, il faut applaudir parce que ça veut dire que c'est possible. Mais il faut persévérer dans cet exercice. Vous verrez qu'au fur et à mesure que vous persévérez, eh bien, vous devenez maître de votre esprit. Et quand on est maître de son esprit se calme. C'est comme une eau troublée qui s'apaise. Et là, on peut voir clair. C'est aussi ça le but de la méditation et de la spiritualité. C'est de calmer tout ce qui trouble l'esprit et l'empêche de voir clair. Et parmi lesquels il y a des pensées. Donc voilà, je peux dire ça, voilà, ce que je peux dire pour l'instant, il y a une main levée là, c'est Galaxie. En fait, ce qui est inscrit, c'est Galaxie 70 à 70. Je ne sais pas le nom de la personne elle-même. Donc, il a la parole si veut la prendre. Ou si elle veut la prendre. Allô? La main est levée, mais il faut ouvrir. Ah voilà, le Oui, micro est ouvert. Oui, allez-y. ok. Bonsoir, Père, et merci. Je revenais sur le développement des intelligences. Mhm. Est-ce que le degré de développement d'intelligence peut orienter le choix de vie ou bien le choix d'un conjoint? Vous avez fini? Oui, Père. Alors, pour le choix de vie et le choix d'un conjoint, oui, je peux dire oui, mais pour moi, c'est pas le facteur clé. C'est-à-dire le développement de ces intelligences-là, c'est pas le facteur clé. Bon, ce qui est sûr, c'est que un test de personnalité qui permet de mieux se connaître et de mieux connaître son futur conjoint peut nous orienter pour savoir si on est compatible ou pas, surtout en termes de personnalité. Mais la psychologie n'est pas le tout de la décision. Au-delà de nos... Parce que quels que soient les tests psychologiques que vous allez faire, vous découvrirez toujours que vous avez des limites et des forces. La question, c'est est-ce que vos limites et vos forces sont compatibles? Je donne un exemple. Si une personne qui a une intelligence
intrapersonnelle très développée, c'est-à-dire personne qui aime la solitude, qui aime être seul, qui aime, qui se, en fait, qui limite au maximum ses relations, se marie avec une personne qui a une intelligence interpersonnelle très développée, qui aime sortir, qui aime avoir des amis, qui aime les inviter à la maison, qui aime les fêtes, vous pouvez déjà imaginer que ça va être une bagarre constante entre les deux personnalités. Pas parce que l'un est mauvais, l'autre est bon. Non. Simplement parce qu'on a deux profils différents, deux profils psychologiques différents. Et ça peut créer des conflits dans un couple. Ça peut créer des conflits parce que si vous avez si quelqu'un a un mari qui aime trop sortir parce il aime beaucoup les relations et que sa femme aime trop rester à la maison, ça peut être le contraire. Chaque fois que tu vas amener des amis à la maison, ça va créer des problèmes. On peut croire à un moment, on peut croire que les deux ne s'entendent pas. Non, mais c'est pas, c'est simplement qu'ils ont deux profils psychologiques différents. Ou deux, c'est deux, en fait, les deux, oui, ils ont deux profils psychologiques différents. Donc, ça, c'est des éléments qui entrent quand on discerne un mariage. Il faut se connaître. Les personnalités sont importantes. Ça peut, donc, il faut pas y négliger ça, de toute façon. Pour le choix de vie, oui, bien évidemment. Écoutez, euh, si je n'aime pas les relations publiques et que je veux faire une carrière dans le marketing ou le commercial, ça ne va rien donner. Parce que le commercial demande des gens qui aiment les relations et qui ont de la facilité à créer, à engager des conversations, à entrer en relation avec les autres pour vendre un produit. À ce moment-là, tu dois savoir si tu as une intelligence interpersonnelle développée. Tout comme, si tu as une intelligence intrapersonnelle très développée, c'est ceux qui deviennent très souvent des psychologues, des philosophes, parce qu'ils aiment passer du temps à réfléchir par eux-mêmes. Et donc, tout ça, c'est pour cela que moi, de plus en plus, je crois que c'est la psychopédagogie qui l'encourage aujourd'hui. C'est la théorie des intelligences multiples est très importante dans l'orientation scolaire et professionnelle. Malheureusement, on n'a pas le temps de revenir là-dessus ou de montrer l'importance dans l'orientation. Mais j'ai évoqué ça un tout petit peu en disant que mieux on se connaît, mieux on fait des choix, euh, on fait des choix adéquats. Donc, la connaissance de soi est un élément très important dans l'orientation scolaire et professionnelle. D'ailleurs, mais ça, c'est une parenthèse, j'ai programmé un webinaire, je vais peut-être partager le flyer avec vous, un webinaire à l'endroit des bacheliers, des nouveaux bacheliers, ou même des parents et des étudiants, justement sur la question de comment trouver sa mission de vie, ce que nous appelons en langage spirituel sa vocation. Oh, souvent, quand on parle de vocation, on pense seulement à la vocation religieuse. Non, chacun de nous a une vocation dans ce monde. Mais comment trouver sa vocation? Il y a quelques repères. Il n'y a pas de solution, il n'y a pas de panacée, mais il y a quelques repères pour discerner ce que Dieu attend de nous dans ce monde et de l'embrasser, et puis ensuite l'embrasser. Ça ne vaut pas seulement pour ceux qui vont devenir prêtres ou religieux. Ça vaut pour toute personne qui veut donner un sens à sa vie et embrasser une vie qui le passionne et qui le mette justement dans la trajectoire que Dieu veut pour lui. Donc en fait, c'est pour dire que oui, ça c'est très important, les intelligences multiples. Et comme je dis, on n'a pas le temps de. J'aurais peut-être pu partager avec vous un des tests que l'on peut faire pour, n'est-ce pas, mesurer ces intelligences et faire le point. On verra comment je peux vous envoyer ça. D'accord. OK? Autre chose? Bon, comme il n'y a pas de main levée, je crois qu'on va simplement se séparer et puis se donner rendez-vous
euh, demain à 18h30 pour poursuivre l'approfondissement de cette question. Voilà. Donc, il ne me reste plus qu'à souhaiter à tout un chacun une bonne soirée et un bon repos. Puis on rend grâce à Dieu qui nous a maintenus jusqu'à 7 heures éveillés et on lui demande de nous accompagner dans notre nuit, de nous donner un repos paisible. Voilà, bonne soirée et puis à demain. Merci, mon père. Merci beaucoup, père. Merci. À demain.